Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter rapidement en 10 minutes quelques points sur l'économie du prolongement des réacteurs ou de leur durée d'exploitation. Donc des points essentiellement économiques qui ont déjà été un tout petit peu abordés et puis d'autres critères en me fondant notamment sur les travaux de l'OCDE AEN, très bien représentés ici par Ron Keman. Alors c'est moi qui fais bouger les transparents, ça bouge tout seul. Donc le premier transparent, ce qu'il va vous montrer, c'est l'évolution des coûts que j'ai appelés les coûts forward, c'est-à-dire les coûts que l'électricien va devoir consentir pour exploiter un réacteur. Ces coûts, au début, sont des coûts... Merci. Voilà. Donc c'est ce qui... Oula, ça va à toute vitesse. Et arrière... Voilà, là vous avez le transparent. Donc vous voyez les coûts qui évoluent dans le temps. Donc là il faut bien sûr avoir conscience que c'est stylisé, ce transparent. Ça vous montre qu'un jour ces coûts vont augmenter. Donc ça peut être lié par exemple au grand carénage d'EDF. Et vous voyez en pointillé la ligne qui représente les coûts d'une unité qui pourrait remplacer l'unité dont on se préoccupe de la durée d'exploitation. Et vous avez l'intersection de ces deux courbes, de la droite et de la courbe, qui montrent tout simplement, c'est ce qui vient d'être dit à l'instant, quelle est la durée de vie, la durée d'exploitation qui est optimale au sens économique. Alors bien sûr, il n'y a pas que ce calcul qui lui-même, de toute façon, est entaché d'un certain nombre d'incertitudes. Il y a d'autres critères sur lesquels je reviendrai, qui sont notamment la constitution d'un parc, c'est ce qui a été dit. Le bon sens dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça peut se décrire économiquement avec des magnifiques formules mathématiques, mais c'est aussi quelque chose bien sûr que les exploitants regardent. Il y a la prise en compte de la rareté des sites, qui est un sujet notamment pour notre pays. Et puis il y a tout un ensemble d'autres critères que je vous montrerai tout à l'heure. Mais ça c'est notre fil rouge pendant quelques transparents. Pour illustrer ceci, donc ce qui compte, c'est les flux que j'ai donc appelés forward. Ce que vous avez, d'une part, c'est les produits de la vente d'électricité, bien sûr. Et puis, ce que vous allez devoir décaisser, c'est ces montants pour l'exploitation que je viens de vous montrer. Et puis, bien évidemment, ce sont ces coûts de refurbishment, ces coûts qu'il vous faudra consentir pour augmenter la durée d'exploitation de vos réacteurs. Ce que vous allez gagner de l'autre côté, et ça a une valeur dans le temps, c'est de déplacer des dépenses. Notamment, ce que vous allez déplacer, ce sont les dépenses pour construire un nouvel équipement ou pour acheter de l'énergie. Et puis, ce que vous allez aussi déplacer, ce sont les coûts de démantèlement pour l'unité dont vous allez augmenter la durée d'exploitation. Alors, ceci se décrit graphiquement comme cela. Vous avez donc en violet les coûts que vous n'allez pour le moment pas consentir. Donc ça, c'est ce que vous gagnez. Par contre, ce que vous avez en vert clair, ce sont les coûts que vous aurez néanmoins devant vous si vous choisissez d'augmenter la durée d'exploitation du réacteur. Donc vous avez les coûts d'augmentation de la durée d'exploitation avec en face, bien sûr, les exigences de sûreté. Vous avez potentiellement une perte d'exploitation pendant les travaux, ce qui est aussi à prendre en compte, ce qui est loin d'être gratuit. Et puis vous avez aussi quelque chose de plus subtil qui peut représenter la différence entre les coûts d'exploitation de votre réacteur, disons ancien, préexistant, et puis de l'unité que vous pourriez mettre en œuvre si vous n'augmentiez pas cette durée d'exploitation. Donc ce qu'on a représenté, c'est que les coûts d'exploitation, dans ce cas-là, seraient moindres. Et ceci vous donne la pile de droite, qui est la pile verte, qui vous montre le gain économique, tout simplement. Alors, il y a, je vous l'ai dit, d'autres approches que ce pur calcul économique, ou les éléments de ce calcul économique. Ce que vous avez devant vous, ce sont les 8 critères qui ont été retenus dans l'exercice qui a été fait par l'AEN. Donc, le rapport existe. Je pense, Ron, que le rapport, il est consultable sur le site de l'AEN, voilà, de manière totalement ouverte, transparente et gratuite. Vous pourrez garder tous les détails. Et parmi les critères qui sont des critères disons, moins économiques, vous avez notamment des sujets qui viennent aussi d'être abordés, qui sont importants,
outre les questions de portefeuille et de structure de portefeuille, vous avez des critères de politique énergétique du pays. Parce que bien sûr, les électriciens, tous s'inscrivent dans des logiques qui sont des logiques nationales. Les autres critères que vous avez là, ils sont essentiellement d'origine économique et ils vont se traduire notamment en termes de coûts actualisés des options. Alors ceci est extrait de l'AEN, du rapport de l'AEN. Ça a essentiellement pour vocation de vous montrer qu'il y a eu un travail important qui a été fait, un travail par enquête auprès de pas mal de pays que vous voyez ici dans la première colonne. Et ces pays ont répondu en chiffrant les coûts qui correspondent à la prolongation de l'exploitation d'un réacteur. Parfois, ça donne des coûts uniques, parfois, ça donne des fourchettes de coûts. Il faut bien sûr prendre ces coûts d'une part avec intérêt, parce que c'est un travail extrêmement important dans le paysage nucléaire international, et aussi à les prendre avec les éléments de prudence qui sont rappelés dans le rapport, notamment parce que les périmètres ne sont pas exactement comparables pour les différents pays. Ce que j'ai préféré, c'est vous montrer ceci sous forme de graphique, c'est plus facile à voir. Ça, ce sont des coûts qui sont directement issus du rapport de l'AEN, à l'exception toutefois de la Belgique qui a été retraitée sur la base d'informations qui ont été communiquées plus récemment. Ce que vous voyez déjà, c'est les ordres de grandeur, puisque vous voyez que pour un réacteur de 1000 MW, les ordres de grandeur, c'est de l'ordre d'1 milliard de dollars en coût d'augmentation de durée d'exploitation. Par exemple, un des points qui peut être soumis à discussion en termes d'objectifs, c'est quelle est la durée que l'électricien a en tête, ce qui pourra bien sûr être rediscuté dans cette table ronde. Ce que vous voyez, c'est que la France apparaît plutôt dans une fourchette qui est la fourchette haute, mais là encore, le périmètre est extrêmement bien consolidé pour la France. Alors, ceci vous montre un cas qui est extrait du rapport de l'AEN aussi, qui est comment comparer l'économie d'un réacteur dont on prévoit d'augmenter la durée de fonctionnement par rapport à d'autres moyens qui sont des moyens de remplacement. Il y a un autre moyen de remplacement qui ne figure pas ici, c'est tout simplement d'acheter de l'électricité sur les marchés de gros, ce qui est aussi un moyen pour pallier un manque potentiel de production. Donc vous avez à gauche ici les deux piles, vous n'en voyez sans doute pas le détail, sachez tout simplement que ce sont deux piles qui correspondent à des coûts un petit peu différents en termes de réinvestissement pour remettre le réacteur à niveau et augmenter sa durée d'exploitation de façon significative. La pile que vous avez juste après, la troisième pile, elle vous représente une hypothèse qui a été prise pour un réacteur nouveau aux US. Et ensuite, vous avez des barres qui vous montrent des unités à charbon, c'est la quatrième et la cinquième barre. Et puis, vous avez dans la partie droite des centrales qui sont des centrales à gaz. Alors, vous avez plusieurs spécificités dans ces barres américaines qui sont essentiellement que les coûts sont peu élevés. Les coûts du gaz, vous savez bien sûr pourquoi. Les coûts du charbon, vous savez aussi que notamment un des contre-coups des gaz de schiste, c'est que le charbon lui-même a pu baisser un petit peu. La situation européenne n'est pas exactement la même. Ce graphique-là, il peut expliquer que dans certains cas, il y a des arbitrages qui sont faits. On en a vu au moins un exemple par des compagnies électriques qui choisissent d'arrêter le réacteur. Alors qu'en Europe, si vous voulez, les ordres de grandeur, ce que vous avez là, c'est en dollars par mégawattheure. Et vous avez les piles pour le nucléaire, c'est de l'ordre de 40 à 45 dollars. En Europe, donc pour la France, on verra ce que la Cour des comptes va dire dans son futur rapport. On sait qu'on est autour d'une cinquantaine d'euros par mégawattheure. Et pour l'Europe, les coûts correspondant aux centrales fossiles, disons centrales à gaz ou centrales à charbon, sont à peu près actuellement de l'ordre de 70 euros par mégawattheure. Donc vous voyez que les coûts sont un petit peu différents. Et un des résultats majeurs pour l'Europe, c'est que vu la connaissance qu'on a sur l'économie de l'extension de l'exploitation des réacteurs, cette économie est toujours favorable.
Maintenant, un sujet, c'est comment est-ce qu'on peut justement évaluer tout simplement cette fameuse valeur actuelle nette de la prolongation. Il y a eu des exemples, je vous en cite d'évaluation. Je vous en cite deux. Le premier, il est issu d'un groupe de travail, d'une commission à laquelle j'ai participé, c'est Énergie 2050, qui était dirigée par le professeur Jacques Percebois. Et là, on a étudié dans le cadre de cette commission la conséquence d'un arrêt qui pourrait être une tranche de Fessenheim. Et l'ordre de grandeur du résultat, c'est une perte de valeur économique par tranche entre 1 et 3 milliards d'euros en valeur actuelle nette. Donc ceci dépend beaucoup. 1 et 3, c'est une fourchette qui est très large. Ça dépend d'un certain nombre de paramètres. Ça dépend de la date à laquelle le réacteur s'arrête. Ça dépend du taux d'actualisation. Ça dépend aussi de par quoi est-ce qu'on remplace le réacteur, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est une unité nouvelle? Quel type d'unité? Est-ce qu'on achète l'électricité? Il y a tout un ensemble d'hypothèses qui donnent des résultats, vous le voyez, assez contrastés. Néanmoins, ça fait quand même des pertes qui sont des pertes sociales qui sont considérables, des pertes pour l'entreprise, bien sûr, et des pertes pour la nation qui sont peut-être un petit peu différentes, mais l'ordre de grandeur, c'est les mêmes, qui sont non négligeables. Une autre évaluation qui peut être faite dans une démarche tout à fait différente, c'est une démarche beaucoup plus de capitalisation boursière, de valeur de l'entreprise, avait été publiée à cette époque-là par Standard & Poor's, que vous connaissez tous, et qui était arrivé avec des moyens assez différents, et un résultat d'ailleurs par nature différent. Ce n'est pas une valeur actuelle nette, c'est un flux par an qui avait donc débouché, vous voyez là, à une perte de 440 millions d'euros par an, ce qui est là aussi loin d'être négligeable. Alors, un autre point qui a été abordé, mais abordé trop vite, je vais m'y arrêter un instant, c'est la question de la problématique de la gestion des temps caractéristiques du parc et ce fameux effet falaise potentiel typique du parc français si on devait arrêter les réacteurs à une durée d'exploitation fixe. Là aussi, il y a une problématique qui nous est sans doute spécifique, qui est cet examen-là, puisqu'on voit que pour les tas de raisons de dynamique industrielle, ça a une valeur aussi de lisser les dépenses, de lisser, d'harmoniser la charge industrielle pour notamment la sous-traitance qu'on a évoquée aussi tout à l'heure. Et puis, ceci peut avoir un intérêt aussi en termes de valeur d'option, c'est-à-dire de choix ouverts pour garder un panel de choix qui soit éventuellement ouvert et flexible plus longtemps que de répondre directement à la baisse qui correspondrait à une durée d'exploitation constante et unique. Alors on a beaucoup parlé aussi de mix énergétique et de l'impérieuse nécessité de se projeter dans le grand futur parce que le nucléaire en tant que tel ne peut pas être abordé tout seul. C'est effectivement, Yves de Saint-Jacob l'a dit, un des sujets auxquels on s'est beaucoup attaché à l'intérieur de l'encre. Je voulais vous présenter un transparent, qui est un transparent extrait de la grosse étude de l'encre, qui se trouve d'ailleurs là aussi en lecture ouverte, accessible pour tous, sur le site de l'Alliance, qui a été publié à la fin du mois de janvier, avec 4 scénarios, dont un scénario de sobriété qui est extrêmement volontariste. Dans les 4 scénarios, il y a d'ailleurs toujours du nucléaire. Et vous voyez que ces 4 scénarios, ils sont groupés en bas à gauche, ils atteignent le facteur 4, ici libellé en termes de CO2 énergétique. Et ce que je voulais vous montrer, c'était finalement que les 4 scénarios que vous avez là, tous sauf un, enfin vous en avez un qui est le scénario tendanciel en violet au-dessus, donc celui-là qui fait déjà des efforts significatifs en termes de maîtrise de l'énergie. Ce qui nous intéresse, c'est les autres. Il n'y a qu'un seul scénario, qui est une variante, qui s'abstrait de ce qu'on s'est imposé comme contrainte, c'est-à-dire de passer à 50% de nucléaire en 2025. Et ce que vous voyez là, ce qui est évidemment très lié avec ces questions de durée d'exploitation des réacteurs, comme vous le savez. Donc ce que vous voyez là, c'est qu'on ne peut pas concilier tous les objectifs. Vous avez en termes de CO2, les émissions de CO2 du parc électrique en bas à droite. Le seul scénario qui permet de ne pas augmenter ces émissions pour passer le cap des 2025, c'est le scénario dans lequel on garde un parc qui donne une part de nucléaire supérieure à ces 50%. Donc c'est ce qu'on observe ici, pour dire qu'il y a là aussi, dans cette question de choix énergétiques, il y a un ensemble de critères et il faut faire des choix clairs. Il ne faut pas regarder non plus que la valeur économique
ou que des durées de fonctionnement. Je vais terminer avec ces 2 points qui sont au plan mondial, qu'est-ce qu'on peut dire vis-à-vis des aspects économiques de la prolongation de la durée d'exploitation. Les fourchettes, je vous les rappelle, donc elles sont entre 500 et un peu plus de $1000 par kilowatt pour un réacteur dont on prolongerait l'activité de manière significative. Ce qu'on voit comme conclusion de l'étude de l'AEN essentiellement, c'est que dans quasiment tous les cas, cette décision de prolonger la durée d'exploitation des réacteurs est économique et qu'il faut le faire, même si on la combine bien évidemment avec des mesures qui sont des mesures post-Fukushima, qui elles sont évaluées dans le rapport à 10-17% du total des investissements à consentir. En France, ce choix il apparaît aussi meilleur, on pourra en discuter de manière plus approfondie dans la table ronde. Au plan économique, je vous l'ai dit, alors je ne vous ai pas cité d'autres arguments aussi qui sont des arguments de nature plus macroéconomique comme le PIB. Le PIB est d'autant meilleur que l'efficacité est meilleure, c'est-à-dire que le prix de l'électricité est meilleur. Et là encore, il y a des effets d'entraînement macroéconomique, je n'ai pas prévu de vous en parler, mais qui sont très importants en termes de prix de l'électricité dans un pays comme le nôtre. Il y a l'emploi, donc je vous fais un tout petit peu de publicité pour l'excellent numéro de l'ERGN que nous avons coordonné, qui est le numéro 1 de cette année, qui montre évidemment l'importance du nucléaire pour l'emploi. Et là aussi, il y a des effets directs et des effets indirects à travers le fait qu'on maîtrise d'autant mieux le prix de l'électricité qu'on arrive à augmenter la durée d'exploitation des réacteurs. En termes de sûreté des réacteurs, vous avez déjà entendu Pierre-Franck Chevalier. Je n'y reviendrai pas. Au regard de la dynamique du parc, il y a bien sûr ce sujet-là, parce que la prolongation de la durée d'exploitation joue un rôle majeur pour permettre ce lissage de la dynamique du parc. Et puis, en regard des aspects environnementaux, je fais référence au transparent que je viens de vous présenter en termes d'émissions de CO2. Il pourrait bien sûr y en avoir d'autres. Je vous remercie de votre attention et je rends la parole à Yves de Saint-Jacques.